entre communautés serbes et albanaises se poursuivent. Cette affaire de vache folle, ou plutôt présentant tous les symptômes, découverte dans un abattoir du Morbihan sans certificat vétérinaire, les tentatives de la fraude. Michel Sives, ce spéléologue sous terre depuis 60 jours, sans repère du temps, remontera demain à la surface, un pari déjà réussi pour cet aventurier au service de la science. Cinéma avec la sortie de La Plage, marquant le retour à l'écran de Leonardo DiCaprio. Une actrice française joue à ses côtés dans ce film de Danny Boyle, une parabole sur la quête des plaisirs, des sensations et du paradis. Virginie Ledoyen est l'invitée de ce journal. Au Kosovo, dans la région de Mitrovica, les incidents se multiplient ces derniers jours et l'armée française se trouve confrontée à cette improbable mission, tenter de maintenir la paix dans cette zone où les tensions entre les deux communautés allument épisodiquement des flambées de violence. Ce matin, 2 soldats français ont été blessés. Ces dernières heures, un calme apparent semblait se maintenir dans la partie nord de la ville. Alain Chalvran. Ce ne sont plus de simples violences ethniques ou des situations de forte tension, mais bien des scènes de guerre qu'a connu Mitrovica en fin de matinée. Pendant 2 heures, les tirs ont été nourris, tirs d'armes légères mais aussi de gros calibre, entre Serbes et Albanais, mais surtout contre la KFOR, les forces de l'OTAN. 2 soldats français ont été blessés grièvement, mais ils seraient hors de danger. Cette affaire contraste avec tout ce qu'on a pu connaître ici. Aujourd'hui, ce n'était plus une question d'affrontement de communautés, c'était bien des actes délibérés contre la KFOR. Les Français et les autres contingents de la KFOR ont pris position dans les zones d'où partaient les tirs à proximité de la rivière Ibar, qui sépare les quartiers serbes et albanais. 6 francs-tireurs albanais ont été neutralisés, apparemment ceux qui visaient les Français. L'un a été tué, les 5 autres blessés. Mais des francs-tireurs, il y en avait bien sûr du côté serbe. Si les militaires de l'OTAN semblent avoir été les premiers visés, les civils n'ont pas été épargnés. Ici, un Serbe blessé par un franc-tireur. Quant aux résidents albanais des quartiers nord, les quartiers serbes, ils ont repris le chemin de l'exil vers le sud de la ville, à travers la rivière Ibar. En Grande-Bretagne, après le détournement du Boeing afghan il y a tout juste une semaine, seulement 17 des 164 passagers souhaitent rentrer dans leur pays. Une centaine d'ex-otages ont été transférés hier soir vers un centre d'immigration. Leur destination finale est toujours incertaine et la question du droit d'asile est éminemment complexe. Maryse Burgot. Ces Afghans que la presse britannique ne peut pas approcher furent d'abord des otages. Puis, à partir de vendredi, après la fin heureuse du détournement d'avion, on s'interrogea sur leur éventuelle complicité avec les preneurs d'otages. Ce soir, ceci n'est pas prouvé, mais on constate que seulement 17 des 164 passagers souhaitent rentrer chez eux. Tous les autres demandent l'asile politique. Ils veulent vivre en Grande-Bretagne. Ils sont donc rassemblés dans ce service d'immigration à l'ouest de Londres. Et il pose un sérieux dilemme au ministre de l'Intérieur britannique. Ce sont les mots qu'il a employés ce soir. Car comment accepter de donner l'asile politique à ces gens en danger dans leur pays sans encourager la manière dont ils sont arrivés, c'est-à-dire à l'occasion d'un détournement d'avion? La presse populaire britannique, elle, a choisi son camp. Même l'avion ne repartira plus jamais, regrette-t-on à la une du Sun. Cette Afghane a fui le régime des talibans. Réfugiée politique, elle s'émeut de cette offensive dans les tabloïds contre l'arrivée de nouveaux étrangers. Si ces gens sont en danger dans leur propre pays, comme ce fut le cas pour moi, ils doivent pouvoir rester ici. Il faut que les Anglais comprennent cela. Sur une base militaire à l'ouest de Londres, un avion est prêt pour rapatrier les ex-otages qui le souhaitent. Mais plus le temps passe, moins ils sont nombreux. La Grande-Bretagne a la réputation d'être une terre d'accueil pour les étrangers. Mais ici, comme en France ou ailleurs en Europe, cette tradition est sérieusement remise en question. La récente affaire du détournement d'avion ne faisant qu'exacerber les sentiments de xénophobie d'une certaine partie de la population.
En France, de nouvelles précisions et de nouveaux développements après la découverte cette semaine dans un abattoir d'un animal présentant des signes de la maladie de la vache folle et sans certificat stipulant l'état de santé suspect. Une affaire préoccupante qui laisse à penser que les tentatives de fraude demeurent. Aujourd'hui, les services vétérinaires qui ont examiné cet animal racontent. Reportage Olivier Sioux. Les dirigeants de la société Gallet ont-ils tout dit et surtout tout dit aux services vétérinaires? Ce matin, son directeur semblait affirmer que c'est l'entreprise elle-même qui avait pris l'initiative de prévenir les services vétérinaires après la découverte d'une vache suspecte dans l'abattoir. C'est bien vous qui avez prévenu les services vétérinaires? C'est nous qui les avons donc isolé l'animal et prévenu derrière. Parce que selon le rapport de gendarmerie, on peut comprendre que c'est à la suite d'une inspection que cette découverte a été faite. Non, l'animal a été isolé par nous-mêmes dès le mardi soir. Or, les services vétérinaires ne font pas exactement entendre le même son de cloche. Je suis montée, moi, avec la carte sanitaire dans le bureau du directeur pour lui signaler qu'il avait un animal malade en boucherie. Ce qu'il ne vous avait pas dit. Ce qu'il ne nous avait pas dit, non. Les services vétérinaires affirment également que cette même entreprise, actuellement en redressement judiciaire, faisait l'objet d'une vigilance particulière à la suite de plusieurs incidents récents. Le vétérinaire inspecteur que j'ai rappelé ce matin me confirmait qu'effectivement, il y a eu effectivement des antécédents, oui. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois, non. Quel type d'antécédents? Le fait que des animaux pouvaient arriver sans document d'information, qui avaient déjà donc été consignés par nos services, oui. Vous les aviez déjà assez à l'œil, hein? Tout à fait. Or, le certificat vétérinaire est obligatoire pour les animaux malades. Face aux incertitudes de l'ESB, c'est pour l'administration un premier filtre. Nous avions joué notre rôle, qui est le deuxième filtre, c'est qu'à l'abattoir, il y a une inspection permanente faite par des techniciens et des vétérinaires. Et à l'abattoir, nous devons faire une inspection qu'on appelle avant abattage de l'animal et une inspection après l'abattage. Troisième filtre, l'incinération systématique des morceaux à risque, comme la cervelle. Certains peuvent-ils être tentés de passer à travers les mailles du filet avec des animaux suspects? C'est ce que l'enquête en cours devra déterminer, en commençant par établir si, en l'occurrence, il s'agissait, oui ou non, d'une vache folle. Au-delà des conséquences purement écologiques de la marée noire sur la côte atlantique, les professionnels du tourisme comme les ostréiculteurs sont extrêmement inquiets. La saison s'annonce catastrophique et les ventes d'huîtres ont chuté, même si Marennes-d'Oléron et l'île de Ré n'ont pas été touchés par la marée noire. Christophe de Valembras, Alain Darigrand. Gérard Chotard est ostréiculteur à Brouage, dans le bassin de Marennes-Oléron. Après l'ouragan, il est maintenant victime de la marée noire de l'Erika, ou plutôt d'une sorte de psychose, de méfiance qu'elle déclenche chez les consommateurs. Au mois de janvier, on a fait à peu près 40 à 50% de tonnage en moins. Et le mois de février, il s'annonce malheureusement, il s'annonce pareil. Et là, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi le consommateur nous boycotte alors que les nappes de pétrole éventuellement sont à plusieurs centaines de kilomètres de nos clairs. On a été assimilé à la marée noire médiatique qu'il y a eu, et il y a eu un doute sur les lieux que nous habitons et sur les produits que nous vendons. Et vous l'avez vu vous-même, il n'en est rien. Marée noire médiatique, fictive. Le fioul de l'Erika n'a effectivement jamais touché le bassin de Marennes-Oléron. Quelques informations approximatives et les consommateurs ont cru voir la pollution sur toute la côte atlantique. Idem pour les touristes. Conséquence, dans ce camping de l'île de Ré, 2 fois moins de réservations que d'habitude. Ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas arrêté d'entendre la marée noire de la Bretagne à l'île de Ré. À l'île de Ré. Alors que l'île de Ré n'est pas touchée. Mais comme on entend toujours l'île de Ré, l'île de Ré est touchée. Résultat, à la flotte en Ré, les gens boudent l'office du tourisme. 50% de demandes d'informations en moins par rapport à l'an dernier. Les gens ont imaginé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, c'est certain, mais ils ont imaginé beaucoup de choses et à partir de là, ils sont complètement fabulés. Ils ont cru voir à la télévision la plage de la flotte de l'île de Ré sous le mazout, chose qui n'est pas vraie. Il n'y a pas du tout de pollution sur la plage, il n'y a pas de galettes de mazout. On en a eu bien sûr un petit peu au départ, 15 jours après l'Erika à la pointe de l'île. Ça a été enlevé en 2 jours. Et pourtant, les touristes boudent cette plage. Il est encore trop tôt pour évaluer l'impact de cette marée noire virtuelle, mais les dommages économiques seront bien réels.
Après la tempête de cette fin d'année qui a déraciné des milliers d'arbres, le premier convoi ferroviaire transportant quelques 10 000 mètres cubes de bois a quitté cette gare au nord de Limoges à destination d'une scierie industrielle. Ce convoi, le premier du genre, est né du partenariat entre la SNCF et la filière bois du Limousin. Alors que l'Éducation nationale faisait connaître cette semaine les premiers dispositifs de la carte scolaire et que la mobilisation d'enseignants et de parents d'élèves ne faiblit pas pour obtenir davantage de postes pour une école de qualité, nous nous sommes intéressés à cet exemple dans l'Essonne où se côtoient une grande école et une banlieue défavorisée. Chaque jour, depuis 5 ans, les étudiants de Supélec se relaient pour apporter un soutien scolaire aux collégiens des Ulysses et ça marche au-delà de toute espérance, une expérience qui pourrait à terme se généraliser. Hélène Hugues, Frédéric Delarue. Dans 2-3 ans ou plus tard, ils seront ingénieurs, directeurs de banque ou chefs d'entreprise. Étudiants à Supélec, l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs en France, leur avenir est tracé, leur intégration dans la vie garantie. Pourtant, chaque soir, ils quittent l'univers protégé du campus, direction les Ulysses, ces quartiers HLM, ces enfants à l'avenir plus incertain. Entre leurs cours et leurs devoirs, les Supélec, comme on les appelle ici, viennent offrir un peu de leur temps et de leur savoir aux enfants de la banlieue. C'est l'entraide scolaire mise en place avec la municipalité. En genre en nombre, mais avec quoi? Avec le COD. Ah d'accord. C'est ça qui change. J'avais l'impression que ces parties, ces cités et ces banlieues parisiennes avaient un accès à l'éducation moins bon que celui que j'avais eu. Et je trouvais que c'était dommage de ne pas leur rendre un peu de ce que j'avais pu avoir avec mes parents. En même temps, ça correspondait à une vision de la société que j'avais où tout le monde avait un accès égal à certains services publics, en particulier l'école. Et les collégiens sont demandeurs. Certains viennent tous les soirs après les cours à l'entraide faire leurs devoirs. Pendant 2 heures, ils trouvent ici l'aide et l'écoute qu'ils n'ont pas forcément chez eux. 2 fois 1, 6, ça fait 26. D'accord. Mes parents ils travaillent et je suis toute seule avec ma soeur. Il n'y a pas de place chez moi alors je viens ici. Ils m'expliquent et j'y arrive mieux quoi. 42. Et l'entraide porte ses fruits. Makessé y vient depuis la 6e, elle est aujourd'hui en 3e. Quand je suis arrivée ici, j'avais des difficultés, j'avais des difficultés partout. Et puis depuis cette année, l'année dernière, ça marche super bien. Et t'as l'impression que c'est grâce à l'entraide? Ouais, c'est grâce à tout le monde de Supélec, Monique, Chantal, tout ça. Si l'entraide profite aux collégiens, la réciproque est vraie. Les Supélec y trouvent aussi leur compte. Il y en a avec qui florissaient. Il y a beaucoup de retours en fait, puisque quand quelqu'un vient vous demander ou quand quelqu'un a une bonne note quelque part, je sais pas, il y a une sorte de fierté d'avoir réussi à aider quelqu'un. Ils nous racontent leurs histoires, leurs expressions, puis après quand on retourne à Supélec, on a les expressions des enfants des Ulysses, c'est ça qui est marrant en fait. Et les autres sont un peu perdus, comme où est-ce que tu as appris ça? Bah ouais, c'est aux Ulysses, ah d'accord. Aujourd'hui, ce sont les mots de la banlieue qui font leur entrée à Supélec. Un jour, peut-être, ce seront ses enfants. La bataille pour la mairie de Paris. Personne n'est vraiment candidat, en tout cas officiellement déclaré, mais quelques poids lourds de la politique sont plébiscités dans les sondages parus notamment cette fin de semaine. L'opinion publique verrait bien un duel Philippe Séguin-Jack Lang. Eux ne voient ou ne disent ne rien voir tant que les militants ne se seront pas prononcés. Drôle de jeu de pronostics, de silence et de petites phrases. Laurent Hakim, Gilbert Uzan. Le problème avec les Parisiens, c'est qu'ils voudraient le maire de Blois ou l'ancien maire d'Épinal, et que Jack Lang comme Philippe Séguin se font désirer en attendant un référendum et pourquoi pas un plébiscite de leurs militants respectifs. Dans les sondages, les deux jokers raflent la mise, y compris dans leur propre formation politique. À gauche, Jack Lang devance Bertrand Delanoë, déjà candidat. À droite, Philippe Séguin part favori face à Jean Tibéri ou Françoise de Panafieux, déjà dans la course. Le duel Lang-Séguin, lui, promet d'être serré. 6 points tout au plus séparent les deux hommes en faveur du député des Vosges. Déjà à l'affût, pas encore en embuscade, Jack Lang est en campagne, comme ici dans le 19e arrondissement, même s'il feint l'amusement lorsqu'on lui parle de combat des titans. Donc je crois qu'il faut quand même ne pas se prendre trop au sérieux et garder la mesure des choses. Le combat des titans, c'est pas une expression que vous retiendrez de... Je ne sais pas qui combattra qui. Si le cas Delanoë s'oppose à Jack Lang, le problème pour Philippe Séguin s'appelle Jean Tibéri. L'ancien président du RPR ne veut pas d'un bras de fer avec le maire sortant. Il attend donc le feu vert de Michel Alliot-Marie.
Si elle me dit un jour que pour gagner Paris, il serait souhaitable que je sois candidat, eh bien, je lui donne à entendre que dans ce cas, j'accepterai. Maintenant, si elle ne me demande rien, c'est pas moi qui irai l'ennuyer dans son bureau. Et déjà, les plus proches de Jacques Chirac sont résolus à une candidature Séguin pourvu qu'on sorte de la crise. Si c'est Philippe Séguin qui est le meilleur candidat, alors soutenons Philippe Séguin et je serai au premier rang des gens qui le soutiennent. Le bureau du maire de Paris est aujourd'hui l'un des plus convoités, même si les favoris avancent à pas feutrés. Le combat des titans pourrait se jouer avec Jean Tibéri, qui n'est pas décidé à renoncer. L'actualité internationale, le président russe par intérim Vladimir Poutine sait mieux que personne utiliser les médias. Après s'être fait filmer en judoka, aujourd'hui il a laissé les télévisions russes le suivre à ski. Candidat déclaré au présidentiel et apparemment sans concurrence, Vladimir Poutine a su profiter du conflit en Tchétchénie pour s'installer en chef d'État. Mais à quel prix? Sur le terrain, les témoignages faisant état de torture sont de plus en plus nombreuses. Les associations qui défendent les droits de l'homme multiplient les mises en garde. À Grozny comme ailleurs, les troupes russes semblent pratiquer couramment les exactions contre les civils. Nos envoyés spéciaux Dorothée Oliéric et Didier Dahan, à la frontière avec l'Ingouchie, ont pu recueillir ces récits de violence. La femme pleure, elle raconte ce qu'elle vient de voir en Tchétchénie. Je voudrais vous amener jusqu'à ce village pour que vous puissiez voir de vos propres yeux les cadavres. Qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats russes sortaient les civils des caves et les fusillaient. Elle jure que son récit est la stricte vérité. Ceux qui attendent des nouvelles de leurs proches, toujours en Tchétchénie, sont effondrés. Depuis plusieurs semaines, les témoignages sur des exactions commises par les troupes fédérales se multiplient. Ces femmes ont investi le poste frontière pour protester contre ces crimes. Quelques mères, quelques banderoles pour un cri silencieux jeté aux yeux du monde. On ne fait pas la différence entre Russes et Tchétchènes. Ce qu'on veut, c'est la paix. Dans cette ferme vivent plusieurs dizaines de familles tchétchènes. Les enfants, arrachés à la guerre, tentent de réapprendre à vivre loin du fracas des obus. Tu as peur des soldats russes? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu as peur? Parce qu'ils tuent les gens. À l'étable, où ils vivent désormais, les gamins ont retrouvé un peu de sécurité. Mais les grands ne leur cachent pas les terribles récits de massacres. Quand un nouveau réfugié arrive à la ferme, il raconte toujours son histoire aux anciens. Chez nous, les Russes ont arrêté les adolescents et on les a cherchés pendant 12 jours. On a retrouvé leurs cadavres 12 jours après. Ils avaient les dents arrachées et les mains liées. Les soldats russes prennent aussi les jolies femmes. Ils les violent et après ils les tuent. Alejam et Tamoussa viennent de Grozny. Elle a pu facilement quitter la capitale tchétchène, mais pour les hommes jeunes, il faut passer par des camps dits de filtration où les Russes font le tri entre combattants et civils tchétchènes. Dans les camps de filtration, ils torturent les gens avec de l'électricité. On en a vu revenir après, ils étaient handicapés. Certains ont même perdu l'usage de leurs jambes et de leurs bras. Parfois, ils font aussi des échanges, en rendant un Tchétchène torturé contre des soldats russes prisonniers. Ils rêvent de quitter cette terre d'exil, mais les anciens leur disent, c'est de la folie. Et de leur côté, les autorités russes dénoncent la violence et la cruauté des indépendantistes tchétchènes, notamment contre les prisonniers russes. La situation en Irlande du Nord, après la décision de la Grande-Bretagne de suspendre les institutions de Belfast, faute d'un désarmement suffisant de l'IRA. Aujourd'hui, David Trimble, chef du principal parti protestant et Premier ministre de ce gouvernement suspendu, met au défi les Républicains de faire la preuve de leur attachement à la paix. Le temps est venu pour eux de se décider une fois pour toutes. Pendant longtemps, ils n'ont pas choisi entre la négociation politique et le terrorisme. Aujourd'hui, ça n'est plus possible, a donc dit David Trimble. J'en viens maintenant à cette catastrophe écologique, cette pollution majeure qui touche les pays de l'Est. Désormais provenant de Roumanie, ces concentrations de cyanure extrêmement toxiques se sont déversées dans les eaux du Danube. Des tonnes de poissons morts flottaient sur le fleuve cet après-midi. Romuald Bonan. Depuis ce matin, c'est à la fourche que les pêcheurs du Danube capturent les poissons. Des milliers d'animaux agonisants, empoisonnés au cyanure. Nous sommes à Staristankamen, une petite commune à 50 km au nord de Belgrade. Toute la journée, avec les moyens du bord, les habitants
n'ont pas arrêté leur sinistre besogne. Le cyanure, un poison extrêmement violent. Avalé, inhalé ou absorbé par simple contact avec la peau, le produit est mortel. Ici, les gens ont arrêté d'acheter notre pêche depuis la fin janvier. Je ne sais vraiment plus ce qu'il faut faire. Ce matin, des experts de l'Institut de biologie de Belgrade ont été dépêchés pour réaliser les premiers prélèvements, afin de connaître la gravité de la pollution. Mais hier, un peu plus en amont, la concentration en cyanure atteignait 2 mg par litre d'eau, alors que le maximum autorisé est de 0,1 mg par litre, 20 fois moins. Une pollution dont l'origine se situe à plusieurs centaines de kilomètres de là, en Roumanie, près de Baia Mare, dans une mine d'or où le cyanure utilisé pour nettoyer le minerai s'est déversé, contaminant l'eau de la rivière Tisa jusqu'en Serbie. Demain, la pollution devrait atteindre Belgrade avant de continuer sa route vers la mer Noire. Cette aventure hors du temps, un pari presque gagné pour le spéléologue Michel Siffre, qui est resté plus de 2 mois sous terre, sans notion ni repère des jours qui s'écoulaient. Michel Siffre devrait remonter à la surface demain. Le but de son expérience est d'étudier l'action du vieillissement sur le rythme biologique. Voici dans quel état d'esprit cet homme de 61 ans s'apprête à fêter cette nouvelle victoire sur lui-même. Véronique Gallienne, Karine Comadi. Oui Michel, il est 12h30, il est temps que tu manges un petit peu. Quelque part à 900 mètres sous la terre, Michel Siffre se remet désormais à l'heure du laboratoire. Pendant 69 jours, il est resté solitaire, hors du temps. Je ne sais plus ce que j'ai fait hier, par exemple, et avant-hier. Dans ce monde sans aucun repère, on est perdu, j'étais perdu. Et le temps, j'ai été prisonnier, on peut dire prisonnier du temps, c'est difficile de dire ça. Mais le temps n'a plus aucun sens pour moi. Allez, sans jour ni nuit, sans variation de température, c'est dans une des galeries de la grotte de Clamousse que Michel Siffre est allé se terrer. Pendant plus de 2 mois, il a mangé et dormi à son rythme, toujours épié par le laboratoire, continuellement soumis à des tests et à des prélèvements. Chaque fois que je fais une urine, je la collecte dans une éprouvette, je mesure le volume, ensuite je collecte ça dans des bidons plastiques que je mets au congélateur à -24, avec les échantillons de salive. Tout ça, c'est pas très amusant. Ça permet de connaître le comportement et le comparer peut-être à des gens qui partiront dans l'espace, les navettes spatiales, des voyages lointains vers Mars par exemple, où les gens n'auront plus du tout à vivre synchronisés par le rythme veille-soleil. Des commandos militaires par exemple, qui peuvent être amenés à travailler dans des conditions particulières. Bien sûr, ce n'est pas pour le commun des mortels. En 1962, Michel Siffre était remonté épuisé du gouffre du Scarasson après 2 mois d'isolement. Il pensait ne jamais recommencer. Tiens, je tremble. Qu'est-ce qui se passe? À 2 reprises pourtant, il est reparti hors du temps, en 72 et en 99. Et c'est tout l'intérêt de cette dernière expérience d'isolement. Comparée aux 2 premières, elle permettra de connaître l'évolution et le vieillissement des cycles naturels d'une vie. C'est demain la Saint-Valentin, pour nous l'opportunité de vous raconter cette histoire simple et exemplaire où l'amour apparaît sur le tard et sert à proprement parler de véritables remèdes à un homme et une femme qui n'avaient plus beaucoup de raisons de croire en l'avenir. Reportage en Belgique, Sophie Mézel, Jean-Marie Lequertier. Quand Georgette écoute Pavarotti, c'est le bonheur. Avec Jean-Louis, c'est comme s'il redécouvrait le monde après une longue absence. Pourtant, ils en ont vécu des choses avant de se rencontrer il y a 2 ans. L'un et l'autre ont été mariés, ont des enfants, mais de cette vie d'alors, il ne leur reste rien. Pas un meuble, pas une photo, presque pas de souvenirs. Alors aujourd'hui, Georgette et Jean-Louis se concentrent sur leur histoire qu'ils ne se lassent pas de raconter. Tout a commencé à la cafétéria. Elle n'avait plus de place, les places étaient prises, les autres tables étaient occupées. Ça fait qu'elle est venue manger à ma table, il y avait encore une place. Alors c'est ainsi qu'on a fait connaissance. Et tout de suite, vous êtes plus? Oui. Ah ouais, oui, ça a été le coup de foudre. Ouais. Tout a commencé ici donc, à la cafétéria de l'hôpital psychiatrique de Lierneux en Belgique. Georgette ne revient plus que pour les répétitions de la chorale, mais elle y a passé presque 10 ans à se faire soigner. Jean-Louis aussi revient de très loin, même s'il n'a passé qu'1 an et demi dans l'institution, au milieu des autres patients.
Combien s'en sortent? Presque aucun, ils le savent bien. Mais leur rencontre leur a offert une chance inespérée. Chacun est devenu la béquille de l'autre et ensemble ils ont réappris à être libres, comme ils disent. Le fait qu'on s'est rencontrés, tout a changé aussi. Hein. Tout a changé. Oui. Ça joue sur le moral, sur la santé. Ça joue beaucoup. On se dit quand même, on est sorti quand même. On est quand même sorti, quoi. C'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose, ça. Aujourd'hui, leur luxe est d'avoir des projets. Des vacances tout d'abord, et puis en juin, ce sera le mariage. Une page sportive avec d'abord la victoire de Nathalie Tauziat qui pour la première fois a gagné le tournoi de Paris. Son adversaire était de taille, il s'agissait de battre l'américaine Serena Williams. Handicapée par une douleur au genou, la championne a tenté de faire bonne figure jusqu'au bout, perdant 7-5, 6-2. Sébastien Héroux. Nathalie Tauziat et sa consécration cet après-midi. La Française victorieuse du tournoi de Paris, en finale, elle est opposée à Serena Williams. Une Américaine en difficulté sur le court. C'est une surprise agréable pour Nathalie Tauziat. Elle remporte la première manche 7-5 et le second set 6-2. À part Wimbledon, qui est peut-être le summum de ma carrière, je crois que tous les tournois que j'ai pu gagner ne représentent pas celui-là. C'est fantastique de gagner chez soi en France. Nathalie Tauziat ou le porte-drapeau du tennis féminin. En 1999, la Fédération française l'a choisie pour un clip publicitaire. Aujourd'hui à Paris, elle était la cible préférée des spectateurs. Je trouve qu'elle fait une fantastique fin de carrière. Elle a eu quelques difficultés à ses débuts, mais je trouve qu'elle finit très bien et qu'elle se modifie en vieillissant. Nathalie Tauziat a 32 ans, désormais 5e meilleure joueuse du monde, son meilleur classement. Et pourtant cette année, elle pourrait bien mettre un terme à sa carrière. T'inquiète pas, on va le faire. Football avec la finale de la 22e Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria qui ces derniers jours ne vivait que dans l'attente de cette épreuve. Le Nigeria est plus que déçu puisqu'il a dû s'incliner devant le Cameroun. Après une séance de tir au but, les deux équipes étaient à égalité 2-2. Finalement, le Cameroun l'a emporté 4 tirs au but à 3. Snoopy, le héros de bande dessinée mondialement connu, est orphelin. Son créateur Charles Schulz est décédé hier soir des suites d'un cancer. Il était âgé de 77 ans. Il laisse derrière lui une œuvre pleine de charme, de poésie et d'humour. Son dernier dessin dans un quotidien est paru aujourd'hui aux États-Unis, alors que Charles Schulz avait annoncé qu'il arrêtait la bande dessinée des Peanuts. Gérard Dalmaz. Snoopy, Charlie Brown, Linus, Sally, Marcy, Lucy, l'oiseau Woodstock, toute la bande des Peanuts est désespérée. Leur papa américain a pris la tangente vers le paradis des dessinateurs de BD. La maladie a eu raison de la joie de vivre de Charles Schulz, 77 ans, qui prenait plaisir quotidien aux états d'âme de ses comédies humaines. 18 000 en un demi-siècle. Humour désabusé, voire cruel, genre Lewis Carroll, Schulz s'inspirait de ses rencontres pour sa galerie de portraits. Charlie Brown, le perdant, soucieux, frustré, incapable de marquer un but, de se faire obéir par son chien Snoopy, rêveur philosophe aux fantasmes récurrents, s'identifiait à l'as allemand de 14-18, le baron rouge. Linus, éternel bébé, pousse fiché en bouche et complètement fichu sans son doudou. Ou encore Lucie, brunette râleuse qui sait tout, une emmerderesse, aurait dit Brassens. L'hebdomadaire Charlie Hebdo a choisi son titre en hommage à Charlie Brown. GB se souvient des débuts de Peanuts en France. Le succès n'a pas été vraiment spontané. Malheureusement, en France, il a fallu énormément de temps avant que cet humour universel puisse être apprécié par les Français, parce qu'on prétendait que les Français étaient complètement imperméables à l'humour de Schulz, c'est-à-dire à l'humour très anglo-saxon et au nonsense. Dernier album de Charles Schulz, clin d'œil à la Saint-Valentin 2000, ultime message de tendresse à sa vraie famille, la BD la plus célèbre du monde.
Cinéma avec la sortie mercredi prochain de La Plage, marquant le retour sur les écrans de Leonardo DiCaprio. La star très attendue depuis le triomphe mondial de Titanic s'est lancée à l'assaut de l'Europe ces derniers jours, acclamée à Berlin aux côtés de Virginie Ledoyen, l'actrice française qui partage l'affiche de ce film de Danny Boyle et que j'ai le plaisir de recevoir. Mais d'abord, l'évocation de ce film, la recherche des plaisirs et des sensations fortes, la quête obsessionnelle d'un paradis, une parabole sur la société d'aujourd'hui. Nicole Cornu-Langlois, Jean-Pierre Pasteur. 1 kilomètre. 2. Richard? Je sais pas, je suis américain. On compte en miles, pas en kilomètres. Donc alors combien de miles, c'est à ton avis? D'un autre côté, si on essaie pas, on saura jamais. Et c'est ainsi que Leonardo, le plus célèbre naufragé de l'histoire du cinéma, stimulé par nos deux Français, Virginie et Guillaume, se jette à l'eau et débarque sur une île paradisiaque de la Thaïlande pour l'aventure de La Plage, présentée dans l'hystérie collective au Festival de Berlin. Virginie! Par là, on peut descendre. Moi, je dis qu'on peut sauter. François! Non, on ne saute pas! Arrête de dire n'importe quoi! Et toi, ton histoire de descente, là, hein? C'est une idée de con! Alors tu te la gardes! Françoise! Ah! Tous les ingrédients sont réunis pour créer l'événement, comme en témoigne la conférence de presse avec toute l'équipe, dont Leonardo DiCaprio qui évoque son personnage. Il est à la recherche d'expériences fortes. Et aussi, ce qui me fascinait dans ce personnage, sans avoir la prétention de parler pour ma génération, c'est que je me sentais très proche de cette quête de la sagesse, celle que l'on rêve d'atteindre. L'histoire étant tournée sous la direction du sulfureux Danny Boyle, on se doute vite que le trio idyllique va se déchirer. Les rivalités vont naître. La vie communautaire tourne au désastre. La jalousie sépare les amis. Étienne, vraiment, je t'assure, je sais pas de quoi tu parles. Merde, arrête! Je suis au courant! Je sais tout! Tout le monde sait tout! Chacun se construit soi-même ce qu'on a envie de... Ce dont on a envie, ce qu'on aime et tout ça. Et c'est pas parce qu'on est dans un endroit sublime qu'on va être forcément heureux. Telle pourrait être la morale de ce conte exotique dans lequel le paradis devient descente aux enfers. Mais nos trois acteurs, eux, sortent gagnants de cette histoire. Virginie Ledoyen, bonsoir. Vous arrivez tout juste de Berlin. Beaucoup de bruit et de fureur autour de la sortie événement de ce film. Comment vous vivez, vous, ce tourbillon? C'est très nouveau pour moi, mais en même temps, c'est assez surréaliste. C'est vrai que Leonardo DiCaprio suscite une attente extraordinaire, qui je crois est justifiée parce que c'est un très bon acteur, mais en même temps c'est très excitant. Vous n'avez pas été un peu aspiré par ce vertige? Je sais pas si je m'en rendrais compte, mais non, c'est vrai qu'il y a une spirale, mais en même temps c'est drôle. Il y a un côté presque amusant. Alors on va tout de suite en finir avec la question. Leonardo DiCaprio, comment s'est passé le tournage? Comment s'est passée la rencontre? Au fond, qu'est-ce qui vous a touché ou ému en lui? C'est d'abord, je crois, un acteur extrêmement brillant, très généreux. C'est difficile de parler de quelqu'un dont tout le monde attend tant de choses, mais c'est un garçon qui, je trouve, est très équilibré, qui vit une chose qui arrive à peu de gens, et qui est très bien entouré et je crois très équilibré, donc c'était un vrai plaisir de travailler avec lui. Il y a des défauts qui vous touchent chez lui? Des défauts, oui, je crois qu'il est, il est naïf, mais dans le bon sens du terme. Je crois qu'il est encore très innocent et que tout ce qui se passe autour de lui, finalement, il en rit. Il a beaucoup de dérision, c'est assez drôle. Alors 4 mois de tournage en Thaïlande, un tournage en plus en anglais. Oui. J'imagine que c'est une musique différente. Ça n'a pas été forcément un tournage idyllique comme le semblent montrer les images de La Plage? C'était dans un cadre absolument paradisiaque. Il y avait une énergie qui était assez fantastique avec des acteurs qui venaient du monde entier, un metteur en scène comme Danny Boyle, anglais, Léo, Darius Khondji, Guillaume. Mais c'était très fatigant, c'était assez éprouvant. Mais puis jouer en anglais, c'est pas... Ça n'a pas été facile. Non, c'est pas ma langue, enfin même si... Vous pensez que ce film va vous ouvrir une carrière internationale, comme je l'ai lu ici ou là? Ou au fond, c'était un pari, une aventure que vous avez eu envie simplement de jouer, comme ça, sans plan de carrière? Oui, non, puis quand on n'y pense pas à ce genre de choses, donc quand ça arrive, on les prend avec... pas avec philosophie, mais avec joie. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais j'espère simplement que le film plaira.
En tout cas, vous avez les pieds sur terre. On a le sentiment quand vous répondez que vous n'êtes pas prise par ce tourbillon, justement. Alors, ce film est tiré d'un livre américain qui a tout de suite été un livre culte au départ. Est-ce que vous avez l'impression que les générations françaises, et quelles générations vont se retrouver dans ce récit un peu initiatique, ce voyage romantique qui va tourner court? Mais ce qui est fascinant dans le roman d'Alex Garland, et je crois dans La plage, dans le film, c'est que justement ça ne s'adresse pas à une culture propre, particulière. C'est vraiment l'image du monde aujourd'hui, à savoir il y a quasiment plus de frontières, les autorités de l'information sont gigantesques, on communique avec comme on veut et avec qui on veut. Et ce film parle de ça, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de frontières et au final les jeunes gens sont à la recherche des mêmes choses. Alors j'en viens à vous, parce que j'ai envie un peu de parler de vous au-delà du film. Vous avez une carrière, vous avez déjà une stature, déjà du métier, je dirais. Il y a un prix à payer pour vivre cette passion qu'est le cinéma, qui vous a déjà propulsé assez loin. Oh, je le vois pas comme ça, moi je le vois avec beaucoup de bonheur. J'ai toujours voulu être actrice, j'ai la chance de l'être aujourd'hui. Je sais pas quel est le prix à payer du travail, mais c'est plutôt un travail qui est excitant et qui me plaît. Et une toute dernière question, rapidement. J'ai aussi le sentiment qu'il n'y a pas d'étiquette, qu'il n'y a pas de carcan, qu'au fond vous multipliez les rôles, les aventures, elles sont toutes différentes. C'est votre liberté, c'est comme ça que vous voulez jouer les choses? Oui, c'est ma liberté, puis je crois que c'est aussi ça d'être actrice, c'est d'aller vers des univers différents, des personnages, des cultures, et en tout cas c'est comme ça que moi j'envisage mon métier. Merci d'avoir répondu à nos questions et on vous suivra. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle le principal titre de cette édition. Tension au Kosovo, de nouveaux incidents à Mitrovica, la force française en première ligne, 2 soldats blessés. Les affrontements entre communautés serbes et albanaises se poursuivent. 20h50, votre film Danse avec les loups avec Kevin Costner. 23h50, les documents du dimanche. Dans le monde de l'aristocratie, les clés du château. 0h50, le dernier journal Laurence Stolazza. Demain 13h, Carole Gessler, Rachid Arabe. À 20h, vous retrouverez Claude Sérillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Votre soirée sur